La Corée du Nord est l'un des régimes autoritaires les plus singuliers du monde. Ce pays, dirigé d'une main de fer, impose à sa population des conditions de vie rigoureuses, marquées par la surveillance constante, des restrictions de liberté et des répressions terribles. Prenons l'exemple des femmes dans l'armée nord-coréenne. Elles sont confrontées à des horreurs qu'on peine à imaginer. Les témoignages sont glaçants. Enrôlées de force et soumises à une discipline militaire extrême, elles sont victimes de violences sexuelles systématiques par leurs supérieurs. De plus, les conditions où elles vivent sont déplorables. En effet, elles sont exposées à des risques de santé graves à cause du manque d'accès aux installations sanitaires et à la pénurie de produits d'hygiène féminine. La nourriture est insuffisante et les journées de travail épuisantes. Même enceintes, elles sont obligées de réaliser des travaux pénibles. Et dans certains cas, elles sont contraintes à des avortements forcés ou à l'abandon de leur enfant. Bref, ces femmes, souvent réduites au silence, subissent un cycle interminable de souffrance et d'oppression. Il y a d'autres réalités aussi sombres dans la vie des Nord-Coréens, et c'est ce que nous allons voir ensemble. Restez avec nous jusqu'au bout et accrochez-vous bien, voici les choses les plus incroyables qui se passent en Corée du Nord. Il existe dans l'histoire bien des familles régnantes qui captivent l'intérêt du public, comme les Habsbourg, les Tudors, les Romanov ou encore les Capétiens, si l'on remonte plus loin dans le temps. La dynastie Kim de Corée du Nord a bien sa place parmi cette liste. Car comme vous le savez bien, la Corée du Nord n'est pas gouvernée par des élus, mais par une dynastie familiale dont chaque membre est destiné à régner depuis sa naissance. Et cela fait de ce pays un cas quasi unique sur l'échiquier politique mondial. Bien qu'elle ne soit pas une monarchie par définition, la structure de pouvoir et de gouvernance de la Corée du Nord est bien celle d'une dynastie royale et d'une monarchie héréditaire. Alors il n'y a pas de couronne, de sceptre ou de titres royaux, mais le leadership de la famille Kim s'exerce avec une autorité absolue et incontestable. Le commencement remonte à Kim Il-sung, un personnage historique sorti victorieux de l'occupation japonaise et qui a fondé un État en 1948. Sous son égide, la Corée du Nord s'est changée en une entité politique qui ressemble davantage à une monarchie qu'à une république populaire, malgré l'appellation officielle. Kim Il-sung était davantage qu'un chef d'État. Il était une sorte de demi-dieu aux yeux de la population. Une entité quasi mythique, entourée d'un culte de la personnalité basé sur ce qu'on appelle le juche, l'idéologie officielle du pays, et qui prône le pouvoir absolu du souverain. Même après sa mort en 1994, Kim Il-sung est officiellement désigné le président éternel du pays. De plus, sa figure est omniprésente à travers le pays, avec plus de 34 000 statues et portraits qui le représentent. Le régime a même créé un récit mythique autour de sa naissance. Il affirme en effet qu'elle a été prédite par un marin pêcheur et qu'un arc-en-ciel est apparu lors de sa naissance. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, les gens y croient. Ce qui singularise la dynastie Kim, c'est sa pérennité. Les récits officiels sur les capacités et les réalisations des membres de la dynastie Kim défient souvent la crédibilité. Kim Jong-il, le fils de Kim Il-sung, dont on vient de parler, lui succède et hérite du pouvoir ainsi que de l'aura légendaire de son père. Et pareillement, la propagande d'État lui attribue un mérite surhumain. Il aurait apparemment écrit 1500 livres pendant ses années d'études à l'université et produit 6 opéras en 2 ans, considérés comme des chefs-d'œuvre. Vous l'aurez compris, le régime exagère sans retenue le mérite des gouvernants pour renforcer son emprise sur le peuple et maintenir une image d'infaillibilité. Enfin, Kim Jong-un, que l'on connaît tous, représente la 3e génération et il a surpris par sa montée rapide au pouvoir. Marié à Ri Sol-ju, père de Kim Joo-hae, Kim Jong-un contrôle le pays avec une poigne de fer et malgré les défis économiques et les tensions internationales que connaît actuellement la Corée du Nord, jamais il n'a été plus vénéré du peuple. En Corée du Nord, il existe un objet banal qui a acquis une symbolique et une signification extraordinaire, le calendrier. Mais pas n'importe lequel, le calendrier juche. Il est spécifique au pays. Utilisé depuis 1997, les années y sont numérotées en fonction de la date de naissance du fondateur de l'État, Kim Il-sung. Jadis, chaque décembre, le gouvernement offrait à chaque foyer ce calendrier unique. Mais les temps ont changé, et à cause de l'inflation, les familles doivent les acheter. Or, ces calendriers sont coûteux, tout le monde ne peut pas se les procurer et par conséquent, ils sont devenus des signes de statut social, d'aisance et de dévouement au pouvoir. Les versions les plus prestigieuses imprimées à Pyongyang coûtent une petite fortune, alors que les versions locales, plus abordables, mais de moindre qualité, sont à la portée d'un certain nombre de citoyens, mais pas tous. Car pour beaucoup, même ces options modestes sont hors de portée.
En un mot, les calendriers sont devenus un marqueur clair entre les riches et les pauvres. La pandémie du Covid a d'ailleurs exacerbé cette situation. Avec la fermeture des frontières et l'interruption des échanges avec la Chine, les matériaux nécessaires à la fabrication des calendriers, papier et encre, sont devenus rares. Pire encore, avec la situation économique difficile du pays, aggravée par les pénuries alimentaires, ce petit objet est devenu un luxe pour la plupart. Il est maintenant négocié sous le manteau à des prix exorbitants. Si la Corée du Nord est un pays qui fascine autant, c'est principalement en raison de son isolement. Dans ce territoire, chaque aspect de la vie est contrôlé par un gouvernement dictatorial, l'information est soigneusement filtrée, où l'accès au monde extérieur est presque totalement bloqué. Si elle est souvent décrite comme le dernier bastion du communisme totalitaire, ce n'est pas pour rien. Les déplacements sont très restreints aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. En effet, les Nord-Coréens sont très souvent empêchés de voyager à l'étranger et parfois, les déplacements internes nécessitent des autorisations spéciales. L'éducation sert bien évidemment aussi de moyen de contrôle. Dès leur plus jeune âge, les enfants apprenant à idolâtrer leurs dirigeants comme des figures quasi divines. Cet endoctrinement précoce, c'est ce qui préserve le pays de toute dissidence. Mais de toute façon, à la moindre petite opposition, le gouvernement répond par une répression impitoyable et par une véritable stratégie de terreur. En effet, il utilise des mesures extrêmes, y compris des camps de travail forcés, pour punir ceux qui menacent la stabilité du régime. Les familles entières peuvent être punies pour les actions d'un seul membre. La Corée du Nord applique des mesures punitives qui sont d'une sévérité inouïe. En effet, le pays emploie la peine capitale pour un grand nombre de délits, allant des crimes graves comme le meurtre à des actions, qui dans de nombreuses autres sociétés seraient considérées comme des exercices de liberté fondamentale. Par exemple, en Corée du Nord, le simple acte de consommer des médias non approuvés par l'État ou d'exprimer des croyances religieuses divergentes peut entraîner la peine de mort. Et oui, la tolérance du régime envers toute forme d'influence étrangère est proche de zéro. Les exécutions publiques, bien que difficiles à confirmer en raison du secret gouvernemental, sont néanmoins racontées par des transfuges. Ils disent par exemple qu'un chef d'usine a été exécuté pour avoir effectué des appels internationaux. Ils racontent aussi l'exécution de personnes qui ont essayé de franchir la frontière ou qui ont manipulé les tracts de propagande dissidente. Mais pourquoi ces exécutions pour si peu de choses ? Eh bien, l'objectif des autorités, c'est d'instiller la peur et de renforcer chez la population la loyauté envers le régime. Bien sûr, le caractère excessif de ces punitions a fait réagir la communauté internationale. Accusée de ne faire aucun cas des droits de l'homme, la Corée du Nord rejette ces incriminations et les considère comme des tentatives de discréditer la souveraineté du pays. La Corée du Nord veut être unique à tous les niveaux, même en technologie. Pour éviter d'utiliser Windows, ils ont produit leur propre système d'exploitation, Red Star 3.0. Il a été conçu pour ressembler à macOS d'Apple, mais avec des caractéristiques propres au pays. L'existence de Red Star 3.0 a été révélée au monde extérieur lorsqu'un ancien employé de Google, Will Scott, a visité l'Université des sciences et technologies de Pyongyang. Il a pu acheter une copie du système et il a pu donner ainsi un aperçu de la vie numérique dans le pays. Et l'on a pu apprendre que Red Star 3.0 avait quelques spécificités. Par exemple, on ne pouvait pas choisir tous les fuseaux horaires. Celui de Séoul est tout à fait absent. Le traitement de texte et le gestionnaire de fichiers sont conçus pour ressembler au Finder d'Apple. Quant au navigateur web, il se nomme Naenara. Le modèle est basé sur Mozilla Firefox, même s'il a été fortement modifié. Et oui, quand on rejette les innovations de l'Occident, il faut savoir être autonome. Et pour ce qui est du numérique, la Corée du Nord y réussit très bien. En Corée du Nord, il n'y a pas d'internet, du moins tel que nous le connaissons. À la place, il y a Kwangmyong, un intranet national qui offre aux citoyens une version très restreinte du web. Le contenu de cet intranet est soigneusement surveillé et il est majoritairement dédié à l'éducation et la propagande. Par exemple, chaque mention des dirigeants Kim Jong-il, Kim Il-sung ou Kim Jong-un est amplifiée par une typographie qui est 20% plus grande. C'est la règle. Seul un petit groupe d'élite, de scientifiques et d'étudiants a accès au véritable Internet mondial pour faciliter l'apprentissage et l'avancement dans des domaines clés pour l'État. Mais pour le Nord-Coréen moyen, même pas en rêve. Mais figurez-vous que malgré ces restrictions, l'influence du monde extérieur se fraye un petit chemin. Des drames sud-coréens, des informations sur clé USB traversent discrètement les frontières. Certains Nord-Coréens près de la frontière chinoise se permettent même d'utiliser des réseaux Wi-Fi étrangers. Il n'empêche que la Corée du Nord demeure un lieu où l'accès à l'information est un privilège rare. Mais alors qu'en est-il pour les arts? Est-ce que la Corée du Nord en cultive?
La réponse est affirmative, mais cela ne vous étonnera pas. Les représentations artistiques sont destinées à consolider le culte envers la famille dynastique. Plusieurs dizaines de milliers de statues sont disséminées dans ce pays, en hommage à un seul homme, Kim Il-sung, fondateur de l'État. Si vous parcourez les rues, vous découvrirez un paysage urbain dominé par des représentations imposantes de ses leaders. Elles ne sont pas seulement un ornement urbain, elles permettent aussi de faire tourner l'économie, car certaines œuvres d'art socialiste sont exportées à l'étranger. Récemment, le régime a pris une mesure étonnante, interdire aux étrangers de visiter ces monuments. Aucune raison officielle n'a été donnée, mais d'après les bruits qui courent, le régime craint surtout les actes de vandalisme. En Corée du Nord, endommager une statue est perçu non seulement comme une insulte suprême, mais aussi comme un crime capital. Durant la pandémie de Covid-19, la Corée du Nord a fait de nombreuses difficultés. Les importations se faisaient rares et le pays souffrait d'une grave pénurie de fumier et d'autres ressources essentielles. Durant cette période critique, le gouvernement a exigé de la population des efforts collectifs afin de produire une quantité significative de fertilisants naturels. Chaque foyer devait fournir 200 kg et chaque employé d'entreprise 500 kg. Les Nord-Coréens devaient transformer leurs propres déchets en compost. Même l'urine était mise à contribution. D'ailleurs, chaque agriculteur était tenu de fournir au moins 2 litres pour la fabrication de cet engrais. Mais est-ce que les citoyens respectaient les quotas exigés par le gouvernement, à savoir 200 kg par foyer? Eh bien oui, à vrai dire. Ils n'avaient pas vraiment le choix, car les autorités ont introduit un système de laissez-passer dont seuls bénéficiaient les citoyens qui ont fourni assez de fumier. Ce n'est que grâce à cela qu'ils étaient autorisés à fréquenter les marchés. Les autres, en revanche, voyaient leur mobilité réduite. Et oui, quand le gouvernement nord-coréen impose une règle, il la fait respecter rigoureusement.